Donc j'ai vécu longtemps en France où j'ai compris un peu ce que c'était le fait d'être migrant. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en 1983, j'étais encore étudiant en thèse à Paris, je venais au Sénégal, c'était à Noël, et l'avion à l'époque c'était Air Afrique. Ça faisait Paris, Genève, Rome, Cointrin, Rome, Fiumicino, Genève, Cointrin, Rome, Fiumicino et Dakar. Et quand on arrive à Rome, j'ai vu entrer dans l'avion une horde de jeunes Sénégalais qui avaient passé l'été là, en Italie. C'était les premières grandes migrations vers l'Italie. Ce qui était quand même assez surprenant parce que en Afrique, quand on est d'un pays anglophone, d'une colonie anglophone, j'allais dire, on va en Angleterre. Quand on est d'une colonie, on va en truc, etc. Et ça m'a véritablement marqué. À l'époque, je travaillais sur les questions urbaines. Et j'ai compris, au terme de ma thèse, que l'une des réponses que les populations des villes, et en particulier de Dakar et de sa banlieue, avaient trouvé pour répondre à la crise urbaine, c'était la migration. Et j'ai commencé à voir dans les villages des Boules de Thiaroye, etc., des jeunes qui partaient en migration. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à ces questions-là. 83 à maintenant, oui, ça fait un bail. Et j'étais encore prof à Paris avant de revenir au Sénégal. Et quand je suis arrivé à l'IFAN, je me suis dit, tiens, voilà, je crois 10 ou 13 ans après, que l'une des questions sur lesquelles j'allais beaucoup travailler, c'est les questions de migration. Et voilà comment c'est arrivé. Voilà. Donc c'est parti de ce que j'ai vu ces baol là, qu'on appelle les moudou arriver, entrer dans l'avion, avec qui le radio, le truc, c'est des gens du monde rural, hein, ça n'a rien de péjoratif. Mais ils avaient un comportement autre que celui d'un migrant urbain, par exemple, etc. Et ça m'a vraiment fait, ça fait tilt dans ma tête, et ça, j'ai gardé cette image-là dans ma tête. Cela fait plus de 20 ans que nous travaillons sur ces questions. Au début, on était quasiment seuls, relativement seuls. Aujourd'hui, les rangs se sont garnis abondamment et pour traiter de différentes questions. Parce que il ne faut pas oublier, et ça c'est quand même un rappel, me semble-t-il, important, de dire que il y a, j'allais dire, quasiment un renvoi à la sociologie lorsqu'on parle des questions de migration. Or, ces questions de migration ne peuvent pas être l'apanage d'une discipline. Et les premiers travaux d'ailleurs sur les questions migratoires, c'est dans le domaine de la médecine, où on se préoccupait de la santé des migrants, des personnes qui arrivent dans un espace qui était nouveau pour eux. Il y a eu des travaux dans le domaine scientifique, en médecine, il y a eu des travaux dans le domaine des droits de l'individu, etc., avant qu'on en arrive à des questions d'anthropologie ou de géographie des migrations. Aujourd'hui, sur le terrain de la question migratoire, on travaille avec différentes disciplines qui se complètent les unes les autres pour arriver un peu à produire des connaissances sur ces questions de migration. Pourtant, il y a eu de grands chercheurs sur les migrations. Je me souviendrai toujours des premiers travaux sur les travailleurs africains noirs en France, de Souleymane Diala, qui était ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est un Ivoirien. Je me souviendrai également des travaux de notre collègue et regretté collègue Ouedraogo du Burkina Faso. Le Burkina est un grand pays d'immigration. Je me souviendrai également des travaux de nos collègues anglophones, nigérians en particulier, Adéranti Aldepojou. Et là-dessus, ça me permet de dire une chose. Le tableau qui est brossé des migrations ouest-africaines, en l'occurrence, est un tableau quelque peu déséquilibré. Parce qu'en fait, je veux dire, les appartenances linguistiques l'ont emporté sur l'approche globale. Ça veut dire qu'en réalité, les lusophones travaillent sur la Guinée-Bissau, les anglophones travaillent sur le Ghana, mes amis Mariama Amoumbila, professeur Amoumbila, comment s'appelle, Georges, travaillent sur ces questions dans leur pays. Les francophones travaillent dans leur pays. Il a manqué cette vision plutôt globale qui transcende les frontières linguistiques, qui transcende les barrières linguistiques coloniales, j'allais dire. Parce que nous sommes dans un espace en Afrique de l'Ouest où on est quelque chose comme 331 millions d'individus, je crois. Si on y ajoute la Mauritanie, parce qu'à mon sens, la Mauritanie, je ne parle pas de CEDEAO, mais la Mauritanie est en Afrique de l'Ouest. C'est les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Il faut considérer comme étant l'espace ouest-africain.
Et dans cet espace-là, vous avez ceux qui parlent l'arabe, vous avez ceux qui parlent le français, vous avez ceux qui parlent l'anglais, ceux qui parlent le portugais, mais il faut une approche globale. On ne peut pas dissocier, par exemple, la Guinée-Bissau de la Casamance sénégalaise. C'est le même espace. On ne peut pas, dans le même temps, dissocier le Guinée-Maha avec ses 3 pôles au Sénégal, autour de Bakel, Caille et Seribabi en Mauritanie. C'est le même espace. Et la preuve, quand vous êtes dans les foyers d'immigrants en France, ces communautés-là vivent ensemble. On ne peut pas faire la distinction entre Bogué, en Mauritanie, de l'autre côté du fleuve, et Ndorbos, par exemple, au Sénégal, derrière Ndjoum, tous ces pays-là. C'est la même association, c'est les mêmes populations. Et ça, c'est des choses que nous devons transcender et comprendre en réalité. Il y a ce que moi j'appelle les migrations par le bas, où les peuples ont élaboré des systèmes d'échange. La Casamance aujourd'hui, c'est un espace de circulation. Parce qu'en Afrique, on parlerait plutôt de circulation migratoire plutôt que de... Et on le verra sans doute tout à l'heure, l'opposition entre les migrations par le bas, c'est-à-dire l'intégration par le bas des peuples, qui donne une dynamique migratoire fortement articulée autour des complémentarités régionales, parce que ça aussi c'est important. Quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, c'est 16 pays, comme j'ai dit tout à l'heure. La circulation migratoire en Afrique de l'Ouest, elle est d'abord une circulation de proximité. C'est-à-dire que les gens vont dans les pays proches. Ils s'en éloignent parfois. Ils vont dans les États, les Sénégalais, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, vont au Gabon. Les Sénégalais vont au Congo. Les Sénégalais aujourd'hui sont en Angola, en Afrique du Sud. Ça, c'est tout nouveau. Mais les premières migrations sont orientées vers l'espace colonial français. C'est tellement vrai que quand à Fanok, on avait des colonies de Dahoméens, aujourd'hui les Béninois, on avait des Cap-Verdiens dans la Cap Baobab, parce que Dakar c'était la capitale de l'AOF, venaient des gens, des colonies. Les médecins béninois étaient partout présents en Afrique, comme les Sénégalais étaient présents dans beaucoup de pays. Donc, je dis, encore aujourd'hui, il faut dire, et ça c'est important de rappeler que les dynamiques migratoires ont fait que, par le passé, sous la colonisation, je veux dire, où il y avait une parfaite organisation des flux migratoires. Ce n'était pas aussi informel qu'aujourd'hui, hein, parce qu'en fait, sous la colonisation, c'était réglementé. On n'était pas dans un système d'apartheid, mais on savait où amener les gens, vers quelle région, vers la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal, au moment des récoltes de l'arachide, ou vers le truc, etc. Les Nigériens allaient au Gabon, les Nigériens allaient au Gabon, plutôt au Ghana, excusez-moi, pour les récoltes, etc. Donc c'était des moments, des temps forts, où il y avait des circulations qui étaient plutôt internationales, mais saisonnières. Quand le Sénégal produisait beaucoup d'arachides, on avait des moussis. Et quand on voulait faire peur aux enfants, on disait que les moussis arrivent. C'est ce souvenir de cette époque-là, où les moussis venaient un peu aider dans la production agricole, la récolte, parce que la récolte était abondante. Ces migrations, elles allaient principalement des zones sahéliennes vers les villes de la côte atlantique. Ça, c'est le schéma 1. Nord-Sud. Sahel, zone savane. Du Burkina vers la Côte d'Ivoire et en remontant aussi parfois de la Guinée vers le Sénégal, mais essentiellement des flux orientés vers les grandes villes capitales. Maintenant, le schéma s'est perturbé au sortir avec l'indépendance, j'allais dire, où il y a eu aussi un droit plus consacré au départ, où les gens, compte tenu de la crise et des difficultés des pays, comme la Côte d'Ivoire, on a connu l'ivoirité, des difficultés des pays comme le Sénégal, où les gens se sont redéployés vers d'autres cieux. Les Cap-Verdiens que nous avions en nombre ici sont partis pour l'essentiel. Et le Sénégal est devenu d'ailleurs un pays d'émigration à l'orée des années 80. Ce n'était pas le cas. Le Sénégal était un pays d'immigration, d'accueil. Mais la césure s'est opérée dans les années 80 où il y a eu plus de départs que d'arrivées. Et ça, ce schéma-là, il est quasiment valable pour presque tous les pays. À telle enseigne qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique de l'Ouest,
Ce que l'on peut considérer comme des pays d'immigration, c'est-à-dire des pays d'accueil, des pays qui ont un solde migratoire positif, ne font guère plus de 5. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, si je ne me trompe, et quel autre pays, je ne vois même plus les pays parce qu'il y en a beaucoup parmi les 16, mais on a quasiment 5 pays qui sont des pays d'accueil. Les autres ont un solde migratoire négatif, ça veut dire que ce sont des pays de départ. Il y a plus de départ, en tout cas, que d'arrivée sur leur sol. Et ça, ce sont des situations qui suivent l'évolution. L'évolution, la dégradation des conditions environnementales, ce qu'on a commencé à appeler les migrations environnementales un peu, c'est lié à ces difficultés-là. Reprenons l'exemple du Sénégal pour bien comprendre ceci. Les premières zones d'émigration, c'est la vallée du fleuve Sénégal. Ce sont des zones marginales qui ont été très tôt affectées par la sécheresse, les difficultés, etc. Ces gens sont partis. Mais dans les années 80, avec la raréfaction des pluies, les zones comme le bassin arachidier sénégalais sont devenues des zones de départ, ce qui explique les migrations. Bol-bol, on avait les France-Nabé parce qu'ils allaient qu'en France, ils venaient de la vallée. Après, on a eu les Moudou-Moudou, ils vont en Espagne, ils vont en Italie, ils vont aujourd'hui aux États-Unis. Encore que le terme Moudou aujourd'hui s'applique à tous les migrants. Mais on pouvait faire cette distinction-là entre les trucs. Et ça, c'est vrai au Burkina, où vous aviez les premiers grands migrants Mossi qui allaient vers la Côte d'Ivoire, qui ont entamé un processus de retour d'ailleurs avec la crise ivoirienne, le rejet de l'autre, mais la crise économique également. Mais vous avez également de nouveaux groupes qui participent aux migrations, comme les Bissa, qui sont allés en Italie, qui sont allés en Espagne, qui sont allés dans le Nord. Et ça, c'est cette évolution-là, je pense, qui est aussi importante à voir. Au total, ce qu'on a, c'est une circulation migratoire qui s'est intensifiée, un intérêt plus marqué pour les migrations qui touchent toutes les catégories. Avant, on parlait de migration de travail. Et là aussi, il faut être très clair. Vous avez plusieurs types, plusieurs formes de mobilité dans les migrations internationales. Une des questions dont on parle rarement, parce que c'est assez spécifique, c'est les réfugiés. C'est des gens qui traversent les frontières pour chercher une sécurité quelque part. Exemple, les Libériens qui vont au Ghana, qui viennent au Sénégal, qui vont au Togo. C'est le pays le plus touché par cette question-là. Parce que la crise politique a été très très longue. Et ça, on parle très peu des réfugiés politiques, qui sont une catégorie tout à fait particulière. On parle plutôt des travailleurs migrants. Et parmi les travailleurs migrants, et au-delà des travailleurs migrants, vous avez entre les hommes et les femmes, avec la féminisation également des mouvements, où les femmes chefs de ménage s'engagent dans les migrations de longue distance, vont en Europe, vont ailleurs. Les Camerounaises sont en France, elles sont aux États-Unis, au Canada, etc. Et elles animent d'ailleurs la vie des communautés à l'étranger. Et on a donc une diversification. Vous avez la mobilité des étudiants, qui est aussi la mobilité des sportifs. On n'en parle pas souvent, et pourtant tous les week-ends, ils regardent les championnats anglais, les championnats belges, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont expatriés à la faveur de sport. Ce sont les athlètes de haut niveau qui s'expatrient, comme les intellectuels. Les Ghanéens ont payé un très lourd tribut à l'exode chez leurs médecins, les personnels de santé qui sont en Europe, etc. Donc il y a une diversification des catégories de migrants. À l'époque, on parlait des migrants d'origine rurale, mais aujourd'hui, les migrants se recrutent dans toutes les catégories, en termes d'origine spatiale, mais aussi en termes de qualification. Les migrations africaines vont en Afrique, les migrations ouest-africaines vont en Afrique. Et il faut faire une chose que nous rappelons toujours dans nos séminaires pour les docteurs. Il faut faire la distinction entre le stock migratoire, c'est-à-dire le nombre de migrants qu'on compte à un moment donné, là c'est l'Afrique, et faire la distinction avec les flux, c'est-à-dire les derniers mouvements. Depuis 2000, et même depuis, j'allais dire, 1995-96, les flux, c'est-à-dire les mouvements vers l'Europe, ont augmenté, partout, à telle enseigne que ça a pu brouiller le tableau. C'est-à-dire que les flux, les mouvements récents sont orientés vers l'Europe pour une raison très simple. C'est parce qu'il y a un protectionnisme migratoire en Afrique. C'est que des pays africains qui étaient des pays d'accueil, comme la Libye, comme la Côte d'Ivoire, etc., sont des pays désormais en crise. Et les gens vont chercher ailleurs. Ils vont en Europe, ils vont en Afrique. Et ça, c'est en termes de flux. Et ça, cette distinction-là, elle doit être toujours
relever les flux et les stocks. Quand on parle de migrants africains en Afrique, on fait référence aux stocks. Quand on parle de l'importance de l'Europe, on fait référence aux flux migratoires, les derniers mouvements. Quand l'Afrique, quand la Libye a connu des difficultés, les gens ils vont aller par le Tchad, ils vont aller par le Niger, Agadez, Dirkou, ces trucs, essayer de rentrer en Libye, passer par l'Algérie, Tamanrasset. Et je signale que ces mouvements-là ne sont pas du tout nouveaux. Ces itinéraires-là ont été remis au goût du jour, mais déjà dans les années 60, moi j'ai vu des migrants de Goléré, dans la vallée du fleuve Sénégal, qui sont passés par le Tchad, plutôt le Niger, le Mali, le Tchad, pour aller en Algérie, prendre l'avion là, parce que l'Algérie était une colonie française, et sortait de avait accédé à l'indépendance, mais était un peu dans le giron français, et les gens prenaient l'avion à Tamanrasset pour arriver à Paris, où ils prenaient les véhicules pour arriver à la gare de Lyon et ils entraient en France. Donc, c'est des couloirs qui se sont renouvelés et ça aussi redynamisé. Et ça aussi, c'est un aspect important qui a été relevé par mes amis, mes collègues Sylvie Breglou et Olivier Puyès. C'est la redynamisation des zones de passage, de transit. Agadez, aujourd'hui, est devenu un carrefour autoroutier avec le transport des migrants. Ça crée une dynamique, quelles que soient les conséquences par ailleurs. Les oasis ont accueilli une nouvelle main-d'œuvre. Ce sont des routes de passage qui produisent davantage de légumes, de fruits, etc. pour alimenter ces gens-là. Donc, ça a un effet sur les territoires. Ça a un effet parfois positif, à côté des effets naturellement négatifs. Dans les mutations et dans ce que j'appelle les recompositions significatives des migrations ouest-africaines, la place de la Libye est une place importante. C'est ce qui s'est produit en Libye qui a perturbé ce truc-là. Voyez, quand chaque fois vous dites, oui, ils vont en Libye, ils quittent la Libye, ils veulent aller en Italie. Ils vont à Lampedusa. Ils veulent quitter la Libye, ils vont en Amérique du Sud, au Brésil. Et ça, c'est l'effet libyen. Il y a des permanences, il y a des ruptures dans les migrations, mais il y a des continuités. Et la Libye fait partie de ce qui un peu produit des recompositions significatives. La Libye a modifié le schéma migratoire ouest-africain. L'explosion de la Libye, l'implosion de la Libye, ça peut... La Côte d'Ivoire avait déjà commencé. Quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Burkinabés, ils rentrent chez eux, ils sont dans la zone de la Camoué, ils produisent, ils envisagent le retour au pays, ce qui, à l'époque, était inimaginable. Donc, ce sont des situations comme celle-là qui peuvent produire des effets, qui peuvent modifier le champ migratoire. La configuration du champ migratoire, elle est liée à une certaine forme de stabilité politique. Aujourd'hui, vous parlez de la Libye, mais plus grave, on n'en a pas parlé, c'est la question sécuritaire au Sahel. Les migrations africaines aujourd'hui peuvent s'appuyer sur le djihadisme, parce que c'est tous ces gens-là qui étaient dans ce que j'allais appeler un peu la fraude, qui aujourd'hui sont dans ces mouvements-là et qui offrent des possibilités, qui prennent en charge. C'est-à-dire que l'économie de la fraude, de tabac, les cigarettes et autres, etc., qu'on a connu dans le désert, c'est un peu replié vers comment s'appelle, ce que l'on appelle un peu, comment on dit, quelle est l'expression consacrée, le trafic des migrants. Aujourd'hui, la ressource dans les trafics, c'est les migrants. Et qui sont à l'origine de ces trucs-là? C'est les djihadistes, les réseaux djihadistes soutiennent massivement la migration et enrôlent des gens, etc. Et ça, je pense que c'est aussi une des questions extrêmement importantes. On ne peut pas parler des mobilités ici comme si rien ne se passait. La question sécuritaire dans le Sahel, le djihadisme dans le Sahel, au-delà du cas libyen, et d'ailleurs il y a un lien très étroit entre l'explosion de la Libye et le djihadisme, les mouvements djihadistes. Et ça, c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte. Et ça modifie le schéma migratoire. On ne va pas tranquillement au Maroc, hein. On est obligé de passer par le truc. Quand vous arrivez à Agadez, vous avez les anciens rebelles de Hissène Habré, les Toubou, qui sont les têtes de pont des réseaux de transfert.
Et ça remonte à déjà les années 90, quand nous faisions les trajets Bamako, Agadez, Tamanrasset, un peu Ceuta, pour voir un peu comment évoluer les routes migratoires, compris un peu qu'il y avait, c'était un trafic vraiment lucratif et qui nourrit évidemment beaucoup de réseaux et qu'il faut que les gens se mobilisent. Ils achètent des 4x4 toutes neuves, les Toyota, flambant neufs, qui coûtent des millions pour transférer des migrants. Ça, c'est une économie de ce que l'on appelle... votre collègue Serge Daniel de RFI qui a produit un très bel ouvrage là-dessus. Nous avons également Ali Ben Saad qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Ça, je crois que c'est un peu ce que j'appelle la médiatisation excessive. Et le fait que les médias occidentaux, quoi qu'on dise, imposent leur volonté à la communauté. Parce que les moyens de diffusion, de distribution des idées et des images sont plus importants de leur côté. Et de ce point de vue, l'Afrique doit aussi apporter une réponse